recevoir un groupe anglais déjà mythifié dans l'histoire du rock. C'est l'histoire de ce groupe qui se constitue grosso modo à la mi-temps des années 90. Et, comment dire, leur premier album, publié donc en 96, je crois, Londinium, a été plus qu'une révélation. Ça a vraiment été presque une secousse sismique par son lyrisme vénéneux et puis surtout sa façon unique de tresser, d'organiser les noces, à la fois du trip-hop et de l'orchestre symphonique. Le groupe, depuis, a exploré des tas d'autres territoires, a flirté occasionnellement avec le cinéma, jusqu'au moment où il a décidé de se prendre en main avec un projet unique qui s'appelle Axiom, et ce projet est autant un projet musical qu'un projet cinématographique. L'image a autant d'importance que la musique, et les deux ensemble finissent quasiment par former une troisième entité. On va le voir ensemble, on va parler de leur rapport au cinéma, de la musique et de leur musique, et je suis vraiment ravi qu'on soit avec eux aujourd'hui. Je vous demande vraiment d'accueillir très chaleureusement Darius Killer. Et Colin Carrier. On était tout à l'heure tous les deux avec Jean-Michel Bernard, maintenant on se retrouve à 4 sur cette même scène. C'est un vrai plaisir. Messieurs, vos casques. C'est un hommage à la soupe aux choux, voilà, je voulais vous prévenir. Your headphones. Je voulais vous dire, vous m'entendez? On est vraiment plus qu'heureux de vous recevoir pour parler de musique, de cinéma, d'Axiom, évidemment, qui est le projet que vous êtes venu évoquer et que vous donnerez demain en concert au Grand Rex. Ce sera la première fois qu'Axiom sera joué en live en France. Je voudrais d'abord vous poser la même question qu'à Jean-Michel Bernard et Fernando Velasquez. Quels sont les films et les partitions qui, enfants ou adolescents, ont été importants pour vous trois? Quels ont été vos chocs musicaux et cinématographiques? Did you understand? Si je dois faire tout en anglais, je vais demander d'être payé double. No problem. What are the films and the scores you really enjoyed, that really impressed you when you were, children or teenagers? When I was a kid, I think 2001: Space Odyssey was a very early. The end scene was really had a huge effect on me, because when you're a teenager, it was kind of another dimension musically and visually, the sort of mix of the two. John Carpenter was another wonderful director who wrote his own scores for his films, and it was very early electronica, and he was using analogue instruments, and I think that influenced us very much in our music. Dave? I mean, yeah, I think John Carpenter, again, that Darius just said, was left a very big impression as a kid, because his films were just, they were really creepy, but they were also kind of had a sort of cheap element, and the music was very, very science fiction-esque. It was all old retro synthesizers, and I think you can always hear that element in the music that we make. And also, I think watching Martin Scorsese's films, because his scores were always just so quite sort of grand, and you watch like The Godfather, and it's very sort of epic, and just like I say, grand and large, and very beautiful. Things like that. I think like watching The Deer Hunter, and the music in that as well, and I don't know. They left quite a big impression on me as a youngster. So. Deer Hunter, composed by a great English composer, Stanley Myers. And you? I mean, that pretty much sums it up, but obviously films like Blade Runner are also influential to me, just the space and the atmosphere and stories and all these
David Lynch, I think even still today, is someone that, you know, we're kind of influenced by, and, you know, we really respect the art aspect of it. But growing up as a kid, I think even older films like Metropolis and, you know, the really visually stunning films, to me, were very inspiring. And just the fact that they were built sets and they had to use their imagination to really get their point across and to make it believable to the people watching. It's really cool. C'est très difficile d'arriver à, comment dire, comme pour Fernando et Jean-Michel, à illustrer, comment dire, à donner 3 extraits, un pour chacun. On a choisi finalement de focaliser sur de mettre l'accent sur le choix de Darius et de regarder un extrait qui reste une invitation à la rêverie, au voyage, un moment magnifique dans lequel le personnage principal du film passe dans un autre espace-temps et traverse une série de paysages, et vous allez le comprendre tout à l'heure en voyant notamment des extraits de Axiom, mais il y a là-dedans quelque chose vraiment qui relie à ce que, comment dire, Archive a fait avec Jesus Hernandez sur l'expérience d'Axiom. Regardez et écoutez, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma. I think the thing about 2001 was it was when you kind of started to come of age and you kind of start smoking pot and stuff like that and experimenting yourself. It's one of those films that you could always find in cinemas, that they always played it as constantly. There's an indie cinema that was always playing this stuff in London. So it was kind of the first experience I ever had with friends, student friends, that you'd go, or even younger, and you'd see this on a big screen, and it was completely different to anything else you'd ever seen. You know, and that was the impact, is to actually see something like that as a young, you know, coming into adulthood. It was mind-blowing, as you see, and it's lovely to see it again on a big screen, because it's been a long time, you know. So that was the thing. Je disais tout à It l'heure. was so different. It was so different to anything else, you know. Je disais à Darius tout à l'heure en coulisses que quand on demandait à Kubrick de définir l'intention de 2001, il répondait en une phrase, peut-être un peu, c'est un raccourci bien sûr. Il disait mais il faut revenir au cinéma comme à une forme d'expérience. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout à l'heure avec Axiom. Moi je voulais vous demander, quand Londinium est sorti en 1996, est-ce que vous aviez anticipé ou pas l'électrochoc que serait cette espèce de comment dire, cette rencontre entre le trip-hop et l'écriture symphonique? Yeah, I mean, when we made the record, it was certainly the music we were making before it, and the music when we made Londinium, the difference was massive. We knew we'd entered something very, very special and unique. I'll never forget it, because we were trying to make music and make the right music for a long time. It was like 2 or 3, well, it was about 2 years Archive was existing. We were doing demos and we were trying to create these atmospheres and failing, actually. And then suddenly something happened and we just got into this world. It was very much a world and a kind of universe. And, you know, for 6 months we recorded, you know, wrote the record and we were in that universe and we never ever went back, you know. It was every other album we'd done, none of them are like Londinium. It was a very unique piece and a very unique world, and it's very difficult to explain how and why. It was just something we entered into and that was it, and then entered out and left. Sorry. Yeah. Mais est-ce que vous aviez deviné ou pas le fait que certains titres de l'album chatouilleraient la curiosité et l'imaginaire de cinéastes? Est-ce que certains metteurs en scène voudraient utiliser des titres de l'album sur leur film? Well, we certainly, yeah, I think, you know, we realised definitely it was a very cinematic, you know, tracks like Skyscraper and the song Londinium, they're very, very filmic, you know, we knew that was what was very special about it. But, the first time it was used in a film was you know, it was still a big surprise. It wasn't necessarily how I imagined it, but it was a big surprise, you know. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui sait quel est le premier metteur en scène à avoir synchronisé un titre de Archive et de Londinium sur son film?
Non. Je suis un peu déçu là. Personne. Olivier Dahan. Souffle, Isabelle Giordano. Bon, elle a un peu triché. Alors c'est Olivier Dahan, 15 ans avant La Môme, c'est son premier film, et ce film, il l'a écrit en écoutant en boucle l'album de nos camarades. Il écoute, et à un moment donné, il se dit, bon, je vais faire appel à un compositeur pour la musique originale, Bruno Coulet, et je vais à un moment donné utiliser Nothing Else, qui pour lui était le titre, qu'il était le plus proche possible pour lui, selon lui, de son sujet. Regardez, écoutez, Nothing Else, Olivier Dahan, déjà mort. That was a surprise because that song, and I haven't listened to that song for a long time, and it just quickly reminded me of how much about London, the actual album, you know, it was such a, the Thames and the situation, because everyone was living in London when we wrote that, and we were very connected to it in so many ways, and I just think of London so much when I hear that, and the visual aspect of London and the depth and you know, there's so much about London in that song for me. So when you see it, people just taking drugs and it's so far removed from what it was actually about. So, but that's the beauty of music, you know. You can, you know, it transcends everything, you know. Yeah, I think that's also just the beauty of collaboration with music and film, and you know, music can be very open to interpretation, and you know, so can film, even though it might be telling you something right in front of your face, it might have other meanings behind it, which is, yeah, it's great. C'est la liberté d'un metteur en scène qui finalement s'approprie votre musique et colle ses propres images intérieures sur ce que vous avez écrit. En quelque sorte. Ils sont d'accord, j'ai l'impression. Exactly. Well, I mean, it's as I said, it's very different to imagine, but it's wonderful that he had. That's how he interpreted. That's you know, the part of the film that he's heard that is, it works, you know, in context it really works. But like I said, in my own mind, it was so different. C'est vrai qu'on passe de la Tamise à la Côte d'Azur, à Nice, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'était une réutilisation, une synchronisation de Nothing Else, mais à un moment donné, assez rapidement, il y a eu une demande assez inattendue, Yeah. qui est venue à la fois d'un producteur qui travaillait à l'époque chez Europa, c'est Pierre-Ange Le Coyam, et d'un cinéaste, sur un film qui s'appelle Michel Vaillant. Comment ça s'est passé? Quel souvenir vous avez de cette expérience? Parce que là, il s'est agi pour la première fois d'écrire une partition originale. C'était pas une chanson, c'était une partition complète. Yeah, I mean, it was very helpful that the director was a fan. He really wanted Arco. So I think the thing about soundtracks is when you do a soundtrack, if you're a composer and you're writing for the film, and you have to really sort of go in the direction of the way the director wants you to sound, it can be a nightmare, you know, because he wants you to work this way and he wants this to be like that. We got a lot of that, we kind of jumped over that for the first, because he wanted our sound in his film. So it was actually a lot more simple than we thought. You know, we had to spend a lot of time with him sort of discussing and working out the emotions and the atmosphere and all the rest of it. But generally speaking, we'd come back, he'd give us visual, we'd come back with ideas, and generally sort of 80% of it was pretty much what he wanted. So it was a real dream project for us. You know. Et beaucoup d'artistes pop ou rock qui doivent travailler pour le cinéma doivent apprendre à gérer quelque chose qui est très différent. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de prendre le temps qu'il faut en studio pour aboutir leur album. Dans l'écriture et l'enregistrement de musique de film, on est pris dans un compte à rebours qui est souvent très serré, avec une date de remise de la musique mixée. Est-ce que la gestion du temps a été différente sur Michel Vaillant? It didn't feel like it. I think because we were young and we were so excited to do it, and you know, the director was excited that he'd got us to do it, and you know, it was such a creative time. It happened very quickly, and like I said, there weren't many boundaries. You know, it was like us kind of, you know, like in a free playground, and we could do what we liked. And so we didn't feel that pressure at all. You know, it was really very enjoyable. I think we actually wrote extra songs in the end, because we had more time. You know, we finished the movie and then we had some more time,
You know, so we did some other songs as well while we were there. So you know, it was a really interesting project. And although you know, sometimes working with film people, you realise that musicians and filmmakers are very different breed. We're very different, you know, in a lot of respects. So you come to realise that very quickly, and once you realise that, you can really, you know, move forward. Alors je vous propose, si vous êtes tous d'accord, qu'on regarde et qu'on écoute un extrait de Michel Vaillant. Et je voulais aussi vous dire que la bande originale de Michel Vaillant a été produite à l'époque par la personne qui pilote par ailleurs le Festival de musique à l'image, Jérôme Latteur. Jérôme, vous pouvez l'applaudir. Et vu la connaissance qu'il a du film et de sa bande originale, je me suis tourné vers lui pour le choix de l'extrait et il nous a aiguillé vers la séquence suivante. Michel Vaillant et la musique originale, détachée davantage des dialogues, des situations à l'image. Well, I think in that case you kind of guess what they're saying. You know, it's tension. You know, but I suppose for the whole film, I mean, it's you know, we did our work, we researched with it. We wanted to know what it was about. I think if you're going to do a soundtrack, you have to know what the people are talking about and, you know, the atmosphere you're trying to create. So, you know, that's why Axiom was amazing, because we had no, there was no dialogue at all to begin with, obviously. So, yeah. Juste un dernier mot sur Michel Vaillant. La bande originale, l'enregistrement a eu lieu en France. C'est fait au studio. Je recommence. L'enregistrement de Michel Vaillant a eu lieu en France, dans les studios de Luc Besson, avec des musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça a un peu, comment dire, ça a bousculé vos habitudes? Est-ce que ça a créé un nouveau contexte de travail qui vous a plu, surpris? Yeah, I think that was the. It wasn't the first time we'd used an orchestra, but it was the first time we'd used an orchestra that we actually really were happy with, because we used orchestra on our second record, but we didn't like the second record, you know. So this was our first experience of using an orchestra that we really thought worked, and also the fact that we met Jerome Devoise, who is our you know, long collaborator now, which was wonderful, because I had so many problems working with engineers and producers in the past, and Jerome was the first engineer producer I worked with that I actually felt completely at ease and completely that we were going in the same direction, you know. We had the same understanding of music. Alors, il faut qu'on parle évidemment d'Axiom. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez raconter comment est né le concept, l'idée d'Axiom? D'où vient le titre et quelle était l'intention du projet? Et surtout, en quoi est-ce qu'il est différent de vos précédents travaux? J'aime cet enthousiasme. I think, yeah, well, when we started Axiom, I think we just had this one long piece of music, didn't we? I think it was, and we didn't actually have a name. The original name was Baptism, because I kind of had this vision in my head of someone being sort of rinsed of all their sins and it not really making a difference in a way. And then we were actually on the tour bus and we were speaking about what we were going to call it, because maybe calling it Baptism gave it too much of a religious kind of link, and you know, we're not by any means, you know, a religious band or anything like that. So it seemed a bit too direct. So we were just chatting over stuff, and I think I actually had another word that I discovered, which was, I think it was empirical, which was again just a great word. I don't know what it meant, and then we looked it up, and then from that we actually saw within the text of the meaning that Axiom was in there, and as soon as we said the word, it just clicked, and we just loved the word, and you know, and the meaning behind it, and it just made total sense. So it was a nice relief to find something, and we kind of spread it around, didn't we, between it,
between us all, and that was what we were going to go with, wasn't it? And yeah, I mean, it kind of started the whole story of the film, and it kind of made sense of what the album was about in a way, and what the film was going to be about, you know. Because before that, as Dave said, it was just kind of a piece of music, you know. It's amazing how one word can completely change everything. You know, God, wow. Mais quel serait le message? Est-ce qu'il y a un message dans Axiom? Et s'il existe, quel serait-il? No, there's no message. There's not when we wrote it. It was just a creative experiment in 10 days in the studio, and we didn't have a message. Every song within the piece of music had, you know, was written by different people. It was you know, it didn't have, you know, there was no message really. It was Jesus who made it have a message really. He kind of put it all together. Axiom was, as I said, when it started to, okay, we got this word, this meaning, and then I think Jesus then took that and made the whole story of it. That's what I love about the album. I think it was so free of any message. It was just such a free, written piece of music, you know. It wasn't contrived in any way, and that's, you know, it was a really unique thing for us to work like that. Je suis désolé de vous poser cette question-là, mais il faut absolument l'évacuer une bonne fois pour toutes. C'est que comment est-ce que vous positionnez ce projet par rapport à The Wall, le film mythique d'Alan Parker avec les Pink Floyd? Doesn't at all, really. I'm not a big fan of The Wall, to be honest. It's not one of my favourite Floyd experiences. It had no relation to it whatsoever. It's funny because actually somebody earlier in an interview did sort of ask if we'd sort of thought about The Who and their rock opera, you know what I mean? And in some ways it's kind of, it wasn't meant to be, like Darius said, a concept or anything else like that, but in some ways, yeah, you could see it's probably more along those lines where it's just music and expression taken to another level, and fortunately with an amazing collaboration. So. Puisqu'il mentionne leur nom, je voudrais vraiment que vous applaudissiez très chaleureusement deux acteurs clés d'Axiom, Jérôme Devoise et Jesus Hernandez, respectivement ingénieur du son et metteur en scène. Ils vont nous rejoindre. Ils vont vouloir un peu se tasser sur le deuxième canapé. Vont-ils tenir? Ça ira? Jérôme, c'est bon? On apporte une chaise, très bien. J'ai l'impression que ce plateau devient un peu la cabine des Marx Brothers, vous savez, par tranche de demi-heure, comme ça il y a 8 personnes supplémentaires qui arrivent à chaque fois. Jérôme, je voudrais qu'on commence par toi, et que tu travailles donc avec Archive depuis Michel Vaillant. Michel Vaillant, absolument. Qui a été le point de départ. Qui a été le moment de la rencontre. Notre rencontre, ouais, absolument. J'avais envie de te demander à toi et à Jesus, tous les deux, Jesus, pour votre information, va parler en espagnol. Avant de rencontrer Archive, qu'est-ce que le groupe représentait pour vous? Un intérêt musical, voilà, puisque j'avais découvert peu de temps avant, hein, pour être honnête, le groupe, par le biais d'un ami, et voilà, je les ai découverts par l'album qui s'appelle You All Look So Same To Me. Voilà, je me souviens très bien l'avoir mis dans ma platine et avoir pris une claque, si j'ose dire, et elle m'a dit, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là, et le projet Michel Vaillant s'est présenté peu de temps après. Et voilà, donc c'était un intérêt musical, et effectivement, de toute façon, leur musique appelait immédiatement les images quand on écoute les albums qui précèdent. Elle a toujours été très cinématique, et donc j'imaginais que ça allait être un beau et un intéressant projet. Jesus? Well, I would like to make this chat in English, but I will not in translation, and I'm not Scarlett Johansson, so so we will speak in Spanish. Archive, cuando yo soy un director de vídeos musicales, hago videoclips, ¿no? Entonces cuando me pasaron el disco, que yo el disco entero, o sea, nosotros estamos acostumbrados a
a escuchar 3 minutos, que es una canción es una sola canción. Cuando escuchamos los 40 minutos nos dimos cuenta de que no era un álbum usual, no era un álbum normal, o sea, era un álbum preparado 100% pensado como para la imagen, estaba muy pensado para la imagen, no eran estructuras completamente pop. Alors oui, moi j'ai connu la musique d'Archive. Au début, on m'a donné leur disque. En général, c'est ce que je fais. J'écoute. Ce que j'aime bien faire, c'est écouter 3 minutes d'une chanson pour me rendre compte un petit peu de l'atmosphère. Et puis j'écoutais plus que 3 minutes, j'écoutais 40 minutes. Et au bout d'un moment, il était clair que c'était pas une musique, un album habituel, construit comme un album qu'on a l'habitude d'entendre. C'était un album très très pictural. On voyait les images. C'était un album qui avait été fait en pensant à l'image. Sur Axiom, on va parler de l'image bien sûr tout de suite, mais Jérôme, quelles étaient les difficultés en termes de production et de prise de son? Ça a commencé par des cloches dans une église? Oui, il y a eu cette idée des cloches, donc là, oui, c'était assez marrant. Et une première, en plus d'aller à Greenwich, mettre des micros dans un clocher, voilà, c'était super. Et après, le reste a été plus classique, puisque c'était effectivement au départ... pas un film, c'était vraiment de la création musicale comme on a l'habitude d'en faire. Donc il n'y avait pas de contraintes plus que ça sur la suite. Les cloches ont été effectivement la chose un peu plus exotique, excentrique sur cet album. Après ça a été, comme l'a dit Darius, 10 jours en studio où il s'est passé, voilà, où il y a eu beaucoup de création et un moment incroyable en fait. Le groupe à Londres et les cordes à Bruxelles. Les cordes à Bruxelles, oui, absolument. Ouais, les cordes à Bruxelles, oui, on a... Supersonic Symphony Orchestra. Exactement. Voilà. Studio ICP, voilà. Super. Alors on va demander à Jesus quelle était sa mission. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a découvert ces 40 minutes? Est-ce qu'il a eu une totale liberté d'interprétation ou est-ce que, au contraire, nos camarades l'ont un peu aiguillé? Est-ce qu'il y a eu des demandes, des consignes, des paramètres à respecter, ou est-ce qu'au contraire il a reçu ces 40 minutes avec vraiment carte blanche totale pour trouver, comment dire, un imaginaire à mettre à l'image? Bueno, para mí la clave de este proyecto es que ellos, Archive, dieron total libertad creativa. Solo querían que se creara un mundo. Sobre ese disco se creara un mundo. O sea, construiremos un mundo, pero no había ningún, como ellos han dicho antes, no había ningún mensaje detrás. Entonces era bastante fácil, entre comillas, empezar desde cero a construiremos un mundo, pero no había ningún, como ellos han dicho antes, no había ningún mensaje detrás. Entonces era bastante fácil, entre comillas, empezar desde cero a construir un mundo, ¿no? Entonces, siempre cuando trabajas como director de vídeos musicales, te enfrentas a una música que ya está. Es un poco un proceso contrario a los compositores de cine, que ya tienen unas imágenes existentes y ellos hacen la música. Nosotros, en este caso, era al revés. Teníamos 40 minutos de música y teníamos que crear las imágenes, ¿no? Entonces fue clave la libertad creativa a partir de... Alors pour moi, ce projet avec Archive, ce qui était essentiel, c'était la liberté de création. C'est vraiment ce qui caractérise ce projet. La seule condition qu'ils avaient émise, c'était de créer un monde, un univers dont on a parlé. Mais il n'y avait pas un message sous-jacent qu'il fallait absolument faire passer. Donc ça a été relativement facile dans le sens où il fallait tout commencer de zéro. Il fallait commencer ce monde depuis rien du tout. Et c'est une démarche assez intéressante, d'ailleurs, un petit peu contre nature presque, parce que en tant que compositeur du cinéma, enfin, quand on compose une bande-son, on commence généralement avec les images, et puis ça donne naissance à la musique. Et là, c'était l'inverse. Et c'est ça qui était intéressant. Je commençais avec la musique, puis sinon le paysage était complètement absent. Alors moi, je voulais vous proposer à tous une expérience collégiale, collective. Nos camarades ne sont pas au courant. C'est que on a juste demandé à Darius de choisir un des 5 chapitres de Axiom. Il a choisi le chapitre 4 qui s'appelle Transmission Data Terminate et je vous propose d'abord de l'écouter. Vous imaginez qu'on est tous un peu dans la position. C'était un peu injuste, je n'ai pas signalé que ce titre était co-interprété par Pollard et Holly Martin, c'est ça? Yeah. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient nous dire ce qu'ils ont ressenti, les personnes, qui pourraient nous
raconter les images que, de votre point de vue, cette musique, ce titre déclenche. Ne soyez pas timide. Allez-y. I love the music. Sure. I just imagine sometimes people dancing because the rhythm is really nice, and it would make me feel like dancing. So I would imagine people dancing and very quickly. That's all. D'accord. Une autre proposition? I just had two ideas. In fact, I was always between two kinds of images. First of all, it was like in the street with cars going very fast with lots of lights. Lights was very important because of the rhythm. And the other thing was in the nature, a forest or something like that, and with fire and also a lot of light and all flashes with lights, in fact. Lights very important, in fact. Ah, pas mal. Pardon Ressus, mais là vous avez déjà 2 metteurs en scène potentiels pour Axiom 2. Une autre proposition? To me, just like a kind of factories with big machine, a kind of oppressive world with something which never stops. For instance, when we hear all the sounds in the song, the sounds of the machines, tapping machine, that's something which doesn't stop, kind of very oppressive, like big girls. Eternal hell, basically. So, thank you. Quatrième, une dernière proposition? Oui. Ah, oui, ici, là. Moi, pas, monsieur? Ouais, parce que je suis caché. D'accord. Moi, je vois un arbre, en fait, un arbre en hiver qui va prendre racine et fleurir. Je suis en fait de l'autre côté là. Ah, d'accord. Voilà. Alors on vous voit. Voilà, donc c'est un arbre qui prend racine et qui va comme ça en 6 mois, en 6 minutes en fait, fleurir et prendre vie. Ah, c'est une belle image poétique. Une dernière proposition? Oui. Le micro arrive. C'est là. Ici. Voilà, monsieur. Moi j'ai imaginé un homme qui escaladait une montagne enneigée sous une tempête de neige, mais dans un aspect un peu psychédélique. Voilà. C'est une métaphore du retour de Nicolas Sarkozy, peut-être. Une dernière option. Non. Ressus, est-ce que tu pourrais nous dire, on va voir tout de suite là, ta proposition sur ce titre. Comment est-ce que tu as ressenti spécifiquement ce titre-là et qu'est-ce que tu as voulu raconter en images sur la musique? Microphone. Cuando tienes la canción y escuchas la canción, yo intento tomar lo menos posible de la letra, creo que es... no. Pero en este caso tomé la frase las frases finales de no quiero, no me gustas más, o sea, no quiero estar, o sea, en esta situación, para contar una rebelión dentro de la historia, ¿no? Y después, cuando pongo las canciones, las suelo poner muy altas con unos cascos y no intentar ir a los instrumentos principales, sino a los instrumentos que hay detrás, ¿no? A los pequeños samples que... Entonces me imaginé que sonaban como máquinas de escribir, y con la historia de una sociedad muy distópica me pegaba bastante ese momento de vamos a hacer una rebelión desde dentro, desde las personas que están escribiendo todo lo que pasa, ¿no? Alors, la première fois que j'ai écouté la chanson, en règle générale, déjà, j'aime pas trop me fier aux paroles. Les chansons, c'est un peu trop littéral, c'est un peu trop au pied de la lettre, entre guillemets. Là, en l'occurrence, j'ai un peu mis l'accent sur les dernières paroles quand on entend, il traduisait dans les gauchas, mais enfin, c'était à la fin, I don't like you anymore, je ne supporte plus la situation, voilà. Donc, pour moi, il y avait l'idée de la rébellion qui ressortait, et c'est justement ce que j'ai voulu mettre en avant dans l'illustration.
Ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que j'ai écouté le morceau très fort et je me suis vraiment concentré sur les instruments principaux, pas forcément les instruments secondaires qu'on entendait en arrière-plan, mais les instruments principaux qui effectivement donnent un rythme de machine et de présence très mécanique. Et m'est venue cette idée d'une société de dystopie, une espèce d'utopie inversée, utopie cauchemardesque. Et sur la base de ça, je me suis dit que ces voix, c'était les voix d'une rébellion qui s'organisait. Si vous êtes d'accord, on écoute cette fois-ci, toujours, mais aussi on regarde. Est-ce que l'idée de faire des concerts en live est venue avant le tournage ou c'est une fois le tout terminé que vous vous êtes dit mais on pourrait peut-être faire des concerts avec Axiom? Darius? Yeah, it's another experience as well, which is wonderful. The way we play it live is got the archive rawness, you know. So it's not as cinematic. So it gives it, you know, another dimension. It's really great for us to play as well. Jérôme, c'est quoi les problèmes qui se posent quand on a un album qui est produit, qui a un son de studio, et qu'on doit jouer le même programme, les mêmes titres, en concert, en live? C'est pas forcément évident, effectivement, surtout que même si Axiom peut paraître minimaliste, il est assez riche malgré tout de rythme, de plein d'éléments, et il faut choisir. Pour le retranscrire sur scène, c'est effectivement plus difficile peut-être que des albums précédents, en tout cas d'Archive, donc il a fallu travailler et choisir ce qu'elle allait jouer rythmiquement. Il a fallu que Dave ajoute un set de percussions, il a fallu effectivement faire en sorte que pour jouer Axiom, tout le monde mette sa main à la pâte, y compris les chanteurs sur des aspects rythmiques, etc. C'était effectivement assez complexe, et surtout la complexité est qu'on joue en synchro avec une image évidemment, et que donc les libertés ne sont pas permises. C'est difficile, ça. Comment ça se passe quand on joue et qu'on a des points de repère précis à l'image par rapport à la liberté totale d'un concert, disons, normal, entre guillemets? Vous pouvez répondre tous les trois. Yeah, it's just, you know, when we go on tour and you do the same shows with a few mix-ups, changing the set slightly, you know, you kind of have ebb and flows of what you feel you've had good shows, and some shows aren't as strong. The audience probably doesn't see that, but, you know, that's just kind of how you feel it. So that's one type of edge. So when you do something like Axiom and you have the film behind you and everything's got to be cued and there's no room to go off and anything else, it is a good kind of claustrophobia, but it's a different kind of edge. Does that make sense? From when we're touring, it's a different edge. That's it, really. Dave? Yeah, I think you're just, when you do something like that, you're really putting yourself out there, you know, you are putting it on the line, that you're not just musicians, you want to sort of, you know, like collaborate like we have with Jesus and show as many people, but also show the element of the band playing live. It's like a bonus feature of the film. It's like you see the film in itself, in its sort of hard format, and then you come and see it live. And like Darius said, you know, the sound is a lot different. It's a lot more raw, and there's more of a kind of fizzier energy to it. But the film is still there, and both things still really unite brilliantly. But it's very nerve-wracking, because if you go wrong, that means that looks wrong. If that goes wrong, it's all over. So, you know, but it's good. It's good to keep yourself tested, and you know, you need to feel nervous doing things, and that's what we always will continue to do. Is just push the button, push the boundaries. And yeah, just keep pushing yourself to do different things. Yeah. It's not good for blood pressure, though. Écoutez, vous allez pouvoir voir et écouter le résultat demain soir au Grand Rex, et ce sera le premier concert français. Ça a été donné, je crois que le premier concert a eu lieu à Londres au mois de mai de cette année, et là ce sera le premier concert français. Et puisque cette rencontre arrive à son terme, je pense que, comme l'ont fait Jean-Michel ou Fernando Velasquez, ce serait peut-être pas mal finalement d'avoir une petite surprise vocale.
ils ont l'air vraiment partants. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait cette espèce de débordement de spontanéité et d'enthousiasme. Would you accept to do something, to sing something for ending this meeting? Yeah, certainly. Yes. Of course, yeah. Alors, encouragez-les, allez. It's good to stand up. All right. You have to bear with us. We haven't actually done this acoustically before, so this is the first time. Oh yeah, we did it once before, but it's been a long time. Actually, no, because it's for radio. We had a guitar with us too, didn't we? Here we go. It's all the film just kind of naturally makes you want to relax into it, isn't it? Here we go. I'm here. Winter is waking, calling on motion, fueling descending, falling unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes a stone up in your head. You sit in your mind, praying, praying for a feeling of the tears burning through the ground. There's a fear in your eyes. Ooh, 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 in close surrender, breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart, caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving me into your heart as you move through this world with a stone up in your head? You hold in your hands, dying, dying for feeling of the tears burnt you to the ground. Close the fear in your eyes. Woo. Violence is crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shatter the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading now, it is gone as you move from this world with a stone left in your head. You had in your eyes, searching, searching for a feeling of the tears burnt you through the ground. Close the fear, there's a fear. C'est finalement comme une sorte de, je dirais pas de film-annonce, mais ça donne une petite idée de ce qui nous attend demain au Grand Rex. C'était donc Distorted Angels, qui en fait correspond au premier chapitre d'Axiom. Je voudrais vraiment qu'on fasse une ovation, qu'on remercie chaleureusement nos camarades, Darius, Dan, Bollard, Jérôme, Jesus,
dans leur sens du partage.